Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la perception. C'est un lieu commun de dire que nous avons 5 sens et, à première vue, chacun d'eux est comme un monde sans communication avec les autres. La lumière ou les couleurs qui agissent sur l'œil, n'agissent pas sur les oreilles ni sur le toucher. Et cependant on sait depuis longtemps, que certains aveugles arrivent à se représenter les couleurs qu'ils ne voient pas, par le moyen des sons qu'ils entendent. Par exemple, un aveugle disait, que le rouge devait être quelque chose comme un coup de trompette. Mais on a longtemps pensé qu'il s'agissait là de phénomènes exceptionnels. En réalité le phénomène est général. Dans l'intoxication par la mescaline, les sons sont régulièrement accompagnés par des taches de couleur dont la nuance, la forme et la hauteur varient avec le timbre, l'intensité et la hauteur des sons. Même les sujets normaux parlent de couleurs chaudes, froides, criardes ou dures, de sons clairs, aigus, éclatants, rugueux ou moelleux, de bruits mous, de parfums pénétrants. Cézanne disait qu'on voit le velouté, la dureté, la mollesse, et même l'odeur des objets. Ma perception n'est donc pas une somme de données visuelles, tactiles, auditives, je perçois d'une manière indivise avec mon être total. Je saisis une structure unique de la chose, une unique manière d'exister, qui parle à la fois à tous mes sens. Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1966, page 88. La pensée objective ignore le sujet de la perception. C'est qu'elle se donne le monde tout fait, comme milieu de tout événement possible, et traite la perception comme l'un de ces événements. L'erreur de l'empirisme. Par exemple, le philosophe empiriste considère un sujet 10 en train de percevoir, et cherche à décrire ce qui se passe. Il y a des sensations qui sont des états ou des manières d'être du sujet et, à ce titre, de véritables choses mentales. Le sujet percevant est le lieu de ces choses, et le philosophe décrit les sensations et leur substrat, comme on décrit la faune d'un pays lointain sans s'apercevoir qu'il perçoit lui-même, qu'il est sujet percevant et que la perception, telle qu'il la voit dément tout ce qu'il dit de la perception en général. Car, vue de l'intérieur, la perception ne doit rien à ce que nous savons par ailleurs sur le monde, sur les stimuli tels que les décrit la physique, et sur les organes des sens tels que les décrit la biologie. Elle ne se donne pas d'abord comme un événement dans le monde auquel on puisse appliquer, par exemple, la catégorie de causalité, mais comme une recréation et reconstitution du monde à chaque moment. Si nous croyons à un passé du monde, au monde physique, aux stimuli, à l'organisme tel que nous le représentent nos livres, c'est d'abord parce que nous avons un champ perceptif présent et actuel, une surface de contact avec le monde, ou un enracinement perpétuel en lui. C'est parce qu'il vient sans cesse assaillir et investir la subjectivité, comme des vagues entourent une épave sur la plage. L'insuffisance de l'intellectualisme. L'intellectualisme représente bien un progrès dans la prise de conscience, ce lieu hors du monde que le philosophe empiriste sous-entendait, et où il se plaçait tacitement, pour décrire l'événement de la perception, il reçoit maintenant un nom, il figure dans la description. C'est l'ego transcendantal. Par là, toutes les thèses de l'empirisme se trouvent renversées, l'état de la conscience devient la conscience d'un état, la passivité position d'une passivité, le monde devient le corrélatif d'une pensée du monde, et n'existe plus que par un constituant. Et pourtant il reste vrai de dire que l'intellectualisme, lui aussi, se donne le monde tout fait. Car la constitution du monde, telle qu'il la conçoit est une simple clause de style, à chaque terme de la description empiriste, on ajoute l'indice conscience de. Point. On subordonne tout le système de l'expérience monde, corps propre, et moi empirique à un penseur universel chargé de porter les relations des 3 termes. Mais, comme il n'y est pas engagé, elles restent ce qu'elles étaient dans l'empirisme, des relations de causalité étalées sur le plan des événements cosmiques. Or, si le corps propre et le moi empirique, ne sont que des éléments dans le système de l'expérience, objets parmi d'autres objets,
comment se fait-il que nous percevions? Nous ne le comprenons que si le moi empirique, et le corps ne sont pas d'emblée des objets, ne le deviennent jamais tout à fait. S'il y a un certain sens à dire, que je vois le morceau de cire de mes yeux, et si corrélativement cette possibilité d'absence, cette dimension de fuite et de liberté, que la réflexion ouvre au fond de nous, et qu'on appelle le jeu transcendantal, ne sont pas données d'abord et ne sont jamais absolument acquises. Si je ne peux jamais dire j'ai absolument et si tout acte de réflexion, toute prise de position volontaire, s'établit sur le fond d'une vie de conscience prépersonnelle. Phénoménologie de la perception, 1945, page 240-241. Chaque perception est muable et seulement probable, si l'on veut ce n'est qu'une opinion, mais ce qui ne l'est pas, ce que chaque perception, même fausse, vérifie, c'est l'appartenance de chaque expérience au même monde, leur égal pouvoir de le manifester, à titre de possibilité du même monde. Si l'une prend si bien la place de l'autre, au point qu'on ne trouve plus trace, un moment après de l'illusion, c'est précisément qu'elles ne sont pas des hypothèses successives touchant un être inconnaissable, mais des perspectives sur le même être familier dont nous savons, qui ne peut exclure l'une sans inclure l'autre, et qu'en tout état de cause, il est lui, hors de contexte. Et c'est pourquoi la fragilité même de telle perception, attestée par son éclatement, et la substitution d'une autre perception, loin qu'elle nous autorise à effacer en elle tout l'indice de réalité, nous oblige à le leur accorder à toutes, à reconnaître en elles toutes des variantes du même monde, et enfin à les considérer non comme toutes fausses, mais comme toutes vraies, non comme des échecs répétés dans la détermination du monde, mais comme des approches progressives. Chaque perception enveloppe la possibilité de son remplacement par une autre et donc d'une sorte de désaveu des choses, mais cela veut dire aussi, chaque perception est le terme d'une approche, d'une série d'illusions qui n'étaient pas seulement de simples pensées, au sens restrictif de l'être pour soi et de rien que penser, mais des possibilités qui auraient pu être, des rayonnements de ce monde unique qu'il y a, et qui, à ce titre, ne font jamais retour au néant ou à la subjectivité, comme si elles n'étaient jamais apparues, mais sont plutôt, comme le dit bien Husserl, barrées, ou biffées, par la nouvelle réalité. La philosophie réflexive n'a pas tort de considérer le faux, comme une vérité mutilée ou partielle. Son tort est plutôt de faire comme si le partiel n'était qu'absence de fait de la totalité, qui n'a pas besoin qu'on en rende compte, ce qui finalement supprime toute consistance propre de l'apparence, l'intègre par avance à l'être, lui ôte, comme partiel, sa teneur de vérité, l'escamote dans une adéquation interne où l'être et les raisons d'être ne font qu'un. Le visible et l'invisible, Gallimard, 1964, page 64-65. Je vous en remercie. Bonjour mesdames.